Salut les Européens. L'émission que vous allez voir dans quelques instants est l'une des meilleures que j'ai pu faire avec Thomas Ferrier sur cette chaîne, même une des meilleures tout court. Vous allez voir que je trouve que c'est une émission qui est riche, on aborde des sujets très variés. Et parmi ces sujets, il y a l'œuvre de Guillaume Faye et disons, la question qu'on se pose, c'est de quelle manière elle peut s'inscrire dans l'actualité politique. On parle évidemment, on met ça en perspective avec le parcours de Zemmour en 2022 et la suite de ce qui peut attendre Reconquête et la France tout entière. Alors vous allez voir que pendant l'émission, j'ai exposé trois livres. Un que j'ai écrit moi, c'est le dernier en date, 2027, et deux autres. Les autres sont ceux que j'ai édités, qui sont les derniers livres en fait publiés de Guillaume Faye. Donc si vous voulez, si vous avez la curiosité de les découvrir, vous avez un lien en description de la vidéo. Eh bien, pour les commander, c'est à la fois un soutien pour mon travail éditorial et aussi une manière directe d'entrer dans l'univers de cet écrivain génial que j'ai eu la chance de connaître. J'en dis pas plus et je vous laisse tranquille. J'espère que vous allez apprécier l'émission. À bientôt! Bonsoir à tous. Bienvenue dans Vive l'Europe. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Ferrier. Salut Thomas. Salut à toi. Salut à tous. Un invité régulier de Vive l'Europe. C'est toujours un grand plaisir que j'aborde différents sujets avec toi. Et ce soir, on va parler de l'avenir. On va parler de la droite et de ce qu'elle doit devenir dans la perspective de 2027. Une droite tournée vers le futur, une droite motivée et motivante. Et Thomas, je vais te demander un peu tes avis sur... il y a eu la campagne Zemmour, tu l'as soutenue. Maintenant, comment on peut aller de l'avant, comment on peut se tourner vers l'avenir et surtout séduire, selon toi? Oui, alors le fait est que l'axe fort que j'aurais souhaité voir dans cette campagne et qui ne l'a pas été, c'est un positionnement pro-européen, mais modéré. Il ne s'agissait pas de troubler l'électorat de Zemmour. Or, les positions du Parti des Européens que je dirige sont clivantes. Donc on est dans une politique nationale, ce n'est pas des élections européennes, il faut s'adresser au plus grand nombre. Et il ne s'agissait donc pas d'avoir mon discours. Ouais. Sinon, j'aurais été candidat. Bon, sans aucune chance de financement et aucune chance de signature nombreuse. Mais donc, le problème, c'est qu'il fallait au moins ouvrir une perspective européenne. Et le discours identitaire s'y prête bien, parce qu'en fait, qui amène à la défense d'identité amène à la défense de l'Europe authentique. Donc, il pouvait très bien dire que dans un cadre national, il envoyait un message qui pouvait avoir une portée européenne, un signal qui permettait de dire à tous les autres Européens c'est possible en France que les choses changent, donc c'est possible chez vous aussi. Et finalement, je défends les Européens natifs, même si je le fais dans un cadre français. En ouvrant cette perspective européenne, il s'inscrivait aussi d'ailleurs dans la démarche d'une certaine lecture du général de Gaulle, d'une certaine lecture de Napoléon Bonaparte, de Victor Hugo, d'autres figures de l'histoire de France qu'il aime tant. Mais je pense qu'il y était mentalement capable de le faire, mais son entourage ne l'était pas. Or, l'entourage d'un homme politique, c'est déterminant. Et mon sentiment, c'est qu'il y a une dominante souverainiste autour d'Éric Zemmour. Absolument. Y compris dans sa vie personnelle. Et donc, même si on peut avoir une influence positive, cette influence est annulée derrière par d'autres influences qui ont des arguments plus percutants, on va dire, y compris physiques, qui font que, on ne peut pas gagner ce combat-là. Donc, les combats qu'on ne peut pas gagner, comme je dis, il ne faut pas les mener. Mais dans le cas présent, si, parce qu'on n'a pas de coup à prendre en retour. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont pro-européens et qui ont soutenu Zemmour. Je l'ai vu, d'ailleurs, les nombreux soutiens des pro-Reconquête et des membres de Reconquête sur Twitter à ma faveur. Donc, avec un discours européen qui les intéresse. Ils me disent, ta vision des choses, elle nous intéresse, elle n'est pas... elle est originale, elle n'est pas, anti-Zemmour, en fait. Et donc, ça n'a pas pu avoir lieu parce que c'était mieux pour le second tour d'avoir ça comme argument face à Macron. Et donc, sans déflorer les résultats qui, au moment où nous parlons, ne seraient pas connus, on part du principe, effectivement, que l'Europe, c'est la clé. Et ça va avec le conservatisme, puisque moi, j'ai lu, évidemment, ton livre, donc 2027. Oui, donc tu as fait la préface, d'ailleurs. Voilà. Je te remercie. Oui, non, mais ça me paraissait important d'être associé à ce bel ouvrage, qui d'ailleurs, rappelle un petit peu au niveau de la pagination, tout ça, l'ouvrage de Guillaume, et l'esprit de Guillaume, d'une certaine manière, qu'on retrouve d'ailleurs cité quasiment aux premières pages de... Oui, parce que j'en appelle je l'invoque en quelque sorte. Tu invoques les mannes de Guillaume Faye et tu le sollicites pour l'ouvrage. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. Oui, bien sûr.
Alors, c'est vrai que, clairement, toi, c'est ta ligne, hein, l'européisme identitaire. Tu as parlé de l'entourage de Zemmour. On se demande, en fait, si c'est pas Zemmour lui-même qui est persuadé que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Union européenne. Parce qu'il est toujours tiède. Il ne dit pas qu'il veut sortir de l'Union européenne, mais on sent que c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer parce que les Français semblent vraiment attachés, en fait, à l'Union européenne. Alors, c'est pas exactement ça. Moi, je pense qu'il est plus européiste que Sarah Knafo, par exemple. Mais que Sarah a eu une influence considérable. Alors, c'est à la fois une influence positive, parce que je pense que sans elle, il n'aurait pas été candidat. Oui. Mais on a, les conséquences des causes. C'est-à-dire que ce qui peut être un facteur positif peut devenir aussi un facteur restrictif dans un certain contexte. Et je pense que c'est normal, hein, humainement, d'avoir tendance à associer des gens qui sont proches idéologiquement de soi et à fermer la porte à des gens qui seraient trop différents. Le logiciel du Parti des Européens est très différent. Pour Zemmour, ça le surprendrait. Il n'a jamais été vraiment face à des pro-européens assumés. Il a toujours été face à des euromondialistes. Et donc, quelqu'un qui dit oui, il y a un peuple européen, oui, il y a une nation européenne, il n'a pas l'habitude d'avoir ça en face de lui. Ouais. Et donc, quand il dit il n'y a pas de peuple européen, il l'avait dit encore récemment, ça dépend sous quel sens on l'entend. S'il veut dire qu'il n'y a pas de peuple politique européen, pas encore. S'il veut dire que les Européens sont trop différents entre eux, je lui répondrai que je ne vois pas comment on peut faire une France avec Mayotte et l'Outre-mer et prétendre ensuite que les Européens sont trop différents. Absolument, absolument. Si on croit en l'assimilation des Africains, pourquoi les autres Européens ne pourraient pas s'assimiler à la culture française ? Si on accepte l'idée qu'il y aurait peut-être Français du monde entier, pourquoi nier la parenté entre Européens ? Voilà, donc il y a une incohérence, mais il ne l'a jamais vraiment nié. Il a été ami de Guillaume Faye, ça m'a été confirmé par des sources sérieuses. Il mangeait à l'époque une fois par mois avec lui. Ils se sont perdus de vue quand Guillaume a commencé à dépérir. Et il connaissait évidemment la lecture de Dominique Vénère. Il n'a jamais rencontré Dominique Vénère, mais il l'avait lu. Pas forcément le livre « Histoire des traditions des Européens », qu'on aurait bien voulu lui faire offrir d'ailleurs et qu'on n'a pas pu. Mais voilà. Donc, le problème, c'est que Sarah Knafo, j'ai lu l'article de Marianne qui était sorti début avril ou fin mars, pardon. Et il y a 2 pages très documentées sur l'intrigante, ça c'est le titre provocateur, l'intrigante Sarah Knafo, mais on voit bien qu'elle est l'émule de Marie-France Garot et que son modèle en politique, c'est Philippe Séguin. Oui. Or, Zemmour lui-même, bien qu'il ait admiré un petit peu Séguin, ne descend vraiment en flèche dans son dernier ouvrage, où il dit clairement que Séguin n'a rien compris de l'identité, rien compris de l'immigration. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on voit qu'il a modulé son discours sur Séguin parce qu'il y a Knafo qui est derrière, le tempère. Et puis, il y a autre chose. C'est le paradoxe peut-être. Zemmour ne se réclame pas assez du judaïsme. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'en parle d'ailleurs dans le livre. J'en parle et j'étais complètement en accord avec cette idée. Pas seulement parce que c'est une arme pour contrer la nazification mais parce qu'en fait, si on n'assume pas assez bien son identité, on ne peut pas défendre l'identité des autres. Absolument, absolument. Et Zemmour est mal à l'aise vis-à-vis de sa judaïté. Oui. Je trouve que ces passages quasiment pro-chrétiens ne servent à rien, parce que les chrétiens vont voter pour lui de toute façon, et que les non-chrétiens s'en foutent. Et ils sont plus nombreux que les chrétiens. Oui, mais même moi, je suis parfois étonné, j'en oublie que Zemmour est juif, tellement il mentionne peu sa culture juive. Et on a toujours du mal un peu à accorder sa confiance à quelqu'un qui, non pas renie, mais en tout cas ne parle pas de son passé. Et il y a un paradoxe de la judaïté de Zemmour, c'est que cette judaïté l'amène à l'Europe. Paradoxalement, certains, évidemment, nient à Zemmour son européanité à cause de cette religion et des origines géographiques de sa famille. Mais en fait, le judaïsme en Europe, c'est 2 millénaires. Certes, il y a eu des moments difficiles, notamment l'époque chrétienne, et puis évidemment la Shoah, mais dans le monde musulman, c'est pas du tout pareil. Le monde musulman a toujours été une hostilité fondamentale contre cette religion. Et surtout, il y a un livre de Simouni qui est très intéressant sur les communautés juives au début entre le 5e et 6e siècle de notre ère en Afrique du Nord. Et il dit clairement qu'il n'y a pas eu de mélange. C'est-à-dire que les juifs d'Afrique du Nord ne sont pas des berbères convertis au judaïsme, c'est faux. Ce sont des héritiers, des descendants des juifs de l'Empire romain, tout simplement. Et donc, quand Zemmour se dit qu'il est juif berbère, c'est faux, il est juif tout court. Et parce qu'il est juif, il a un lien finalement paradoxalement avec l'Europe. Tu penses que même les juifs séfarades ont... D'ailleurs, séfarades, c'est des juifs qui viennent d'Espagne. C'est des juifs qui se sont retrouvés face aux musulmans. Alors, l'argument de dire les juifs d'Espagne ont ouvert les portes aux Arabes pour la conquête, c'est complètement faux. En réalité, ce qui a ouvert la porte aux Arabes, c'est les princes visigoths qui ont utilisé des mercenaires de Tariq, des mercenaires arabo-berbères musulmans, pour régler les comptes avec les autres. En réalité, à chaque fois que l'islam est venu en Europe, il est venu 3 fois, à chaque fois, il est venu parce qu'on l'a laissé venir ou parce qu'on l'a fait venir. Donc, on a fait rentrer des mercenaires arabo-musulmans en Espagne. Ils ont pu avoir la base arrière.
Et ensuite, ils ont pu s'imposer, et il a fallu Charles Martel pour arrêter leur expansion à l'ouest. Et puis, l'Empire byzantin a fait la même erreur. Ils ont fait venir des Turcs ottomans mercenaires pour lutter contre une révolte de mercenaires catalans. Et les Turcs ont pu s'installer dans une ville qui s'appelait Andrinople à l'époque, qui s'appelle Edirne maintenant, en Thrace, donc. Et ça leur a servi de base arrière pour conquérir tous les Balkans. Et la troisième invitation, on va dire, c'est l'actuelle. Alors, elle est un peu différente, certes. Le mercenariat n'est plus un mercenariat militaire, c'est un mercenariat économique. Oui. Mais attention à ce qu'on ne se retrouve pas avec le Jamais 203. Donc, et on pourra dire que nos dirigeants ont fait rentrer le loup dans la bergerie, tout simplement, et que l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire à où on courbe les chines, pourquoi ils se gêneraient? Moi, je sais que, pour discuter avec pas mal de musulmans, ils ont très peur du réveil européen. Ah oui? Oui. Et ils sentent que ça peut arriver. Et ils me disent, si les Européens vraiment se réveillent, on s'en ira. Alors, c'est une question un peu à 100 000 $, mais selon toi, qu'est-ce qui manque pour séduire plus d'électeurs, en fait? Parce qu'au début, la campagne était vraiment très très bien partie. Hein. Ils prenaient un point, je sais pas, toutes les 2 semaines. On l'annonçait à 16-17%. Alors c'est compliqué. Je ne sais pas s'il fallait céder à cette mode du pouvoir d'achat. Mm-hmm. Comme je l'ai dit sur Twitter, le pouvoir d'achat, pour Marine Le Pen, c'est le pouvoir des chats. Voilà. Mais pour Zemmour, c'est difficile d'expliquer ça. Le pouvoir d'achat, c'est bidon. Bidon pourquoi? Quand un pays est extrêmement endetté, il n'a pas de pouvoir d'achat. Je veux dire, si ton compte en banque à la fin du mois il est à zéro, tu peux rien acheter. Donc la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas assez, peut-être les couches populaires n'ont pas assez pour vivre. Mais ce n'est pas en endettant le pays davantage que ce sera mieux. C'est peut-être en redistribuant mieux et surtout en faisant des économies. Et je crois que Zemmour n'a pas assez axé sur les économies générées par la remigration. Ce qu'avait expliqué Guillaume Fay très clairement, moi j'avais des années que je défends la même thèse, c'est-à-dire qu'en fait, la remigration, si on va plus loin que se limiter à ce qu'il avait défini, ça permet des économies absolument monstrueuses, puisque d'abord, ça tue le chômage. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chômage de masse, parce qu'il y a une migration de masse. Comment contrer l'argument, je t'interromps dans ta démonstration, comment contrer l'argument, les Français ne veulent pas faire tel ou tel métier? D'abord, quand on voit certains habitants du quart-monde français, qui sont bien français et européens ethniques, on se dit qu'ils seraient capables de faire les mêmes métiers et que, de toute façon, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être payés mieux. Parce que concrètement, les mecs touchent le RSA, ils foutent rien de leur journée, ils dégénèrent, et donc ils pourraient faire le boulot des immigrés. C'est pas vrai de dire ça. Alors il y en a qui ne veulent pas faire ce travail parce que c'est pas assez bien payé. Mais je pense que moi je connais beaucoup de gens qui le feraient si on leur foutait pas des minima sociaux permanents. Oui. Voilà, je veux dire, le BTP, on peut en faire. Voilà, il y a des gens. Moi, je vois pas mal de SDF qui viennent emmerder les gens à demander une petite pièce. Si on les obligeait à les foutre sur un chantier pour bosser, ça serait peut-être mieux. Ça aurait évité la moitié qui m'a agressé récemment d'essayer de m'enquiquiner. Va bosser, feignasse. Alors ça, on va le dire, ouais, mais Ferrier, là, il fait du libéral, il fait du lesquin. En tout cas, c'est pas comme ça que Zemmour doit le dire, mais on a compris l'idée. Ouais. Mais il faut dire simplement qu'il faut ramener les Français au travail. Et que les couches populaires doivent travailler parce que c'est simple pour leur vie. Et que l'assistanat, c'est pas une solution. Il faut les réinsérer dans une vie normale. En fait, si on remigrait les populations halogènes, évidemment dans des conditions respectueuses de l'homme, donc on assécherait le chômage. En fait, la main-d'œuvre deviendrait intéressante. C'est-à-dire que ce seraient les entreprises qui iraient chercher la main-d'œuvre. Puisqu'ils ne pourraient plus faire appel à l'immigration, eh bien, un SDF dans la rue, ça devient une denrée, ça devient une ressource. J'ai besoin de quelqu'un, je ne trouve personne. Ces mecs-là, ils sont là, ils ne travaillent pas. Pourquoi je ne les recruterais pas? On leur donne un petit logement de 12 mètres carrés, on les lave, on les réinsère, etc. Avec un peu de coercition. On interdit clairement la mendicité dans les rues, etc. Et ils seront embauchés. Ils seront formés, ils seront réinsérés. Donc, d'une certaine manière, en faisant appel à l'immigration, non seulement on détruit, l'homogénéité de notre société, mais en plus, on n'aide même pas les pauvres de notre peuple. Donc, voilà. Et ensuite, ça fait évidemment plus de chômage. Le chômage, ça coûte cher à l'État. Plus d'aide sociale en tout genre. Les allocations familiales, on les réserve aux citoyens. Il y a plein de choses comme ça. Le problème de la limite à l'exercice, et ça, Zemmour ne peut pas aller plus loin, c'est que la question de la nationalité française se pose. En fait, l'équation qui coince tout, c'est ça. Alors, Marine Le Pen et Zemmour disent presque la même chose, mais pas de la même façon. Marine Le Pen dit, globalement, je n'aurais peut-être pas donné la nationalité française à tous ces gens-là, mais ils l'ont, et donc je fais avec. Le fameux Sarkozy, faire avec. Tout à fait. Le fameux Madame Chabot, lui dit Sarkozy, je ne peux quand même pas les renvoyer à la mer. C'est là où un orateur peut lui répondre, mais M. Sarkozy, il ne s'agit pas de les renvoyer à la mer, il s'agit de les renvoyer dans leur pays. Et là,
le Scud gagne. Mais personne n'a opposé ça à Sarkozy. Et donc, que dit Zemmour? Il dit, les gens qui ont la nationalité française, ils sont français. Donc, on peut les dégoûter de rester en France. Après tout, c'est pas parce que c'est la française que si on ne gêne pas leurs pratiques religieuses, qu'on les oblige pas à certaines choses, ils ne pourront pas, même avec la nationalité française, partir. Oui. Donc, d'une certaine manière, Zemmour introduit l'idée que celui qui a la nationalité française, on ne peut pas les faire partir, mais on peut quand même l'écœurer. Alors que Marine Le Pen est prête à les aider, à Mayotte et ailleurs. C'est donc différent. Moi, je n'ai pas ce problème, puisqu'évidemment, moi, je change de référentiel. Je dis la nationalité française ne valant plus rien, je n'en tiens plus compte, je la supprime pour tout le monde, y compris moi-même, et je mets en place une nationalité européenne que là, on ne donnera pas à tout le monde. Et ça, cette méthode implique un État européen, un changement de paradigme, un changement de référentiel. Et ce n'est pas Zemmour et le présidentiel qui peut proposer ça, même s'il en était convaincu. C'est-à-dire, même si j'arrive à le convaincre, ce n'est pas possible politiquement. Oui. En gros, pour toi, ce qu'il faut vendre aux gens, c'est l'idée que remigration égale argent pour la France et les Français. Remigration égale d'abord aide pour les gens qui sont déracinés. Finalement, on les déracine en les encourageant à venir. Donc, on ne leur rend pas service. Et on ne se rend pas service à nous-mêmes. Il n'y a que des perdants dans l'immigration. On est déracinés, c'est-à-dire qu'on perd notre propre pays, et eux ne gagnent pas un autre pays. C'est là que la faiblesse de l'assimilation de Zemmour. Assimiler, ça veut dire devenir semblable. Qui devient semblable de quelqu'un dont il diffère? Jamais personne. D'une certaine manière, si je voulais être un peu provocateur, on peut dire que changer de nationalité, c'est comme vouloir changer de sexe. Oui. Voilà, l'opération est moins douloureuse, mais l'idée est quand même la même chose. Alors que moi, j'oppose l'assomption identitaire. Et l'assomption, elle est valable comme pour le genre, comme pour l'ethnie, comme pour tout le reste. Deviens ce que tu es, dit Nietzsche. C'est-à-dire concrètement, ne cherche pas à essayer de devenir un Européen, tu ne deviendras jamais. Et de toute façon, on ne le souhaite pas, parce que ce n'est pas un but de devenir autre chose que ce que l'on est. Tourne-toi vers ce qui tu es. Je pense souvent à cet exemple, je crois que je l'avais déjà cité, mais je radote en vieillissant, de ce penseur Alain Danielou, qui en Inde avait décidé de devenir hindou. Oui. Parce qu'il était fasciné par l'Inde, la religion polythéiste. Et il va voir un brahman et il dit « je veux devenir hindou ». Sauf que l'hindou, c'est une religion ethnique. Donc si tu n'es pas ethniquement indien, tu ne peux pas. Si tu es pakistanais musulman, tu peux devenir hindou, parce que c'est ethnique. Mais c'est un Européen, comme par exemple Sonia Gandhi, qui était italienne, catholique, eh bien, tu ne peux pas devenir hindou. Seulement, il ne lui a pas dit simplement des rétros. Il lui a dit « ce que tu cherches chez nous, tu l'as chez toi. Donc, tourne-toi vers tes dieux plutôt que vers les nôtres. Et tu verras que les dieux que tu aimes chez nous, ce sont les tiens chez toi. » Eh bien, la leçon de l'hindou, quoi, qu'il renvoie... C'est l'avantage des religions ethniques. Du judaïsme, du shinto japonais, de l'hindouisme, du zoroastrisme iranien et des anciens paganismes d'Europe. Donc c'est pour ça, avis aux païens New Age qui disent « oui, mais nous, on est universalistes ». Non, tu es païen, tu as une religion ethnique. Si tu vois quelqu'un d'une autre ethnie qui vient te voir, tu dis « tu as ta religion ethnique à toi ». Intéressant. Est-ce que tu penses que c'était une erreur de parler de remigration, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il fallait le faire pour ouvrir la fenêtre? Il fallait le faire, mais il fallait le définir. La définition de Zemmour de la remigration n'est pas satisfaisante. La remigration, déjà, ne doit absolument pas apparaître comme une expulsion. Or, finalement, sa remigration, dans le cas où il parle, c'est un départ. Oui. C'est une punition, en fait. C'est des gens qui sont clandestins ou c'est des gens qui ont commis des actes criminels, ils sont expulsés. La remigration n'est pas une expulsion. L'expulsion, c'est une forme de remigration, mais il y a différentes formes de remigration. Il y a la remigration incitative et la remigration qu'on pourrait appeler coercitive. Lui, il ne parle que de remigration coercitive, il aurait fallu le dire comme telle. La remigration incitative, c'est créer les conditions d'une inversion des flux migratoires, d'un appel d'air inversé, renverser le sens des pompes aspirantes, c'est-à-dire on va encourager les gens à partir plutôt que les encourager à venir. Et ça peut être incitatif, il n'y a pas d'obligation d'expulsion. L'expulsion, c'est une partie. Mais la remigration serait beaucoup plus efficace, sur sa part incitative, par exemple des lois de bon sens. Une loi que je défends, et c'est là où je suis plus d'accord avec Jean-Yves Le Gallou depuis longtemps sur ce terme, j'arrive à inventer la notion de préférence nationale. Oui. Or, la nationalité française ne vaut plus rien. Donc la préférence nationale, c'est pas une solution aujourd'hui, c'est trop tard. Dans les années 50, peut-être. Bon. Donc, faut-il faire une préférence européenne? D'abord, qu'est-ce qu'on définit par européen? Citoyen de l'Union européenne, ça ne change rien. Ou la nouvelle nationalité que j'ai évoquée. Et là, ça change tout. Mais ce n'est pas une préférence. Le but n'est pas de dire, j'ai le choix entre machin et machin, je prends le citoyen par rapport au non-citoyen. Non, il faut aller plus loin. Tu n'as pas à prendre un non-citoyen. Tu dois prendre parmi le vivier des emplois des citoyens. Donc, il n'y a pas d'immigration possible. Ce n'est pas préférer l'un à l'autre. Si tu es citoyen, tu peux travailler. Tu n'es pas citoyen, tu ne travailles pas. Oui. Alors, finalement, ceux qui ne seraient pas citoyens dans
dans ton référentiel, enfin dans le monde que tu veux, l'Europe que tu veux, en fait, ne pourrait pas travailler. Ils seraient là comme des visiteurs. En fait, ou des un étrangers. émir, un exemple. Prenons un exemple imaginaire. Un émir du Qatar veut vivre en France, en Europe. Il aime le cadre de la Provence, il a envie de tout ça. Déjà, il va pas pouvoir être propriétaire du sol européen. Le sol est réservé aux citoyens, comme à Athènes, comme à Rome, etc. Le sol appartient aux citoyens. Il ne peut qu'être locataire. Il ne peut que payer une forme de droit d'usage. Deuxièmement, s'il veut aller à l'hôpital, lui, sa femme ou ses enfants, tout est payant. L'hôpital gratuit, c'est pas pour les non-citoyens, c'est pour les citoyens. Il ne peut pas travailler, donc il faut qu'il gagne sa vie dans son pays, qu'il ait des richesses, etc. S'il veut envoyer ses enfants à l'école en Europe, il faudra payer. Si il veut épouser une citoyenne, il ne pourra pas. Parce que le mariage est réservé aux citoyens. Puisque la nationalité serait héritée des deux parents, comme à Athènes, on ne peut pas autoriser des mariages mixtes, par définition. Je parle au point de vue juridique, je ne parle pas autrement. Je comprends. Si l'émir est blond aux yeux bleus, ça ne change rien. Bon. Et surtout, donc, il n'a pas le droit de vote, bien sûr. Oui. Il n'a pas le droit de se battre pour la cité, pour l'Europe. Le port des armes, le devoir citoyen, c'est réservé aux citoyens. C'est un devoir, d'une certaine manière. Oui, c'est un devoir dont on le dispense, d'ailleurs. En fait, tous les principes que je viens d'évoquer sont les principes de la démocratie athénienne et de la République romaine. Donc, c'est absolument pas le Troisième Reich ou je ne sais pas quoi. C'est le fondement de la démocratie et de la civilisation européenne. Simplement, la question, c'est comment on définit la nationalité européenne, quel est le critère et comment on peut faire passer finalement le critère ethnique. Justement, il ne faut surtout pas mettre un critère ethnique dans la nationalité européenne. Si on fait ça, on a perdu. Il faut être plus subtil, plus malin. Il faut raisonner comme l'euro. L'euro et les critères de convergence. Il y a deux sujets qui empêchent la Grande Europe. Il y a deux thèmes qui font que l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale ne peuvent pas faire un seul État. C'est le mariage gay, dont l'Europe centrale et orientale ne veut pas entendre parler. Et en plus, en Europe occidentale, il y a 36 000 mariages gays, parce qu'on n'est même pas foutus. Oui, c'est pas les mêmes lois. Même dans les différents pays d'Europe. C'est vrai. Et avec les mêmes droits, etc. Chacun a le sien. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est même pas harmonisé. On n'a même pas été capable d'harmoniser ce genre de choses. Ouais. Bon. Et la même chose, c'est l'immigration extra-européenne. Les pays comme la Roumanie, que tu connais bien, et d'autres, n'ont pas ou quasiment pas d'immigration extra-européenne. Et quand ils en ont, cas de l'Ukraine, à part, parce que visiblement la société ukrainienne, elle se vend en dollars, eh bien, ils ne sont pas citoyens, pour la plupart d'entre eux. Donc, si on veut que les Polonais, les Hongrois, les Tchèques, les Grecs, les Bulgares, les Roumains, les Russes, les Ukrainiens, etc., fassent partie de la Grande Europe, avec nous, il ne faut pas qu'on ait avec nous ce cadeau bonus de l'Empire colonial. Donc, on fait converger les codes de nationalité à une époque où la nationalité en France, en Pologne et ailleurs était proche. Critère de convergence. Donc, une date. Ce n'est pas un critère ethnique. C'est que toute personne qui avait la nationalité d'un pays d'Europe à la clé X a la nationalité européenne. Vivante ou morte. Et ensuite, ça, par application du sanguinisme, on descend jusqu'à nous. Concrètement, mettons que la date de référence de n'importe quoi soit 50. Ouais. Peut-être 4 grands-parents qui disaient la nationalité italienne, française, tout le monde s'en fout. Morts ou vivants. Ils ont la nationalité européenne par l'application des critères de convergence. Ils sont à la date donnée, ils avaient tous la nationalité d'un pays d'Europe à cette date-là, ils sont avec la nationalité européenne. Intéressant. Ouais. Leurs enfants, donc ton père et ta mère, obtiennent la nationalité européenne. Je vois. Ouais. Et ensuite, ça arrive jusqu'à toi. Finalement, tout ce qui s'est passé depuis 70 ans en Europe de l'Ouest ne serait qu'une parenthèse et on recommence par tout. Contre, évidemment, si un Chinois en 14 est venu s'installer en France, il aura une nationalité européenne. Oui, c'est vrai, mais bon. Si les Juifs de Crémieux auront une nationalité européenne. Et ce sera dérisoire, on va dire, voilà. le nombre de... Et puis, quant au dom-tom, il y a un petit truc, c'est que s'ils sont indépendants, ils ont une nationalité de leur île, et là, ils sont exclus du critère. Oui, parce que ça, c'est aussi ton idée, c'est de donner l'indépendance au dom-tom. Toi, tu ne veux plus que ça soit à la France. Voilà, je pense que c'est à eux. En fait, c'est aux ultramarins eux-mêmes. Alors, je discute beaucoup avec des miens, donc il faut être très clair avec nos amis. Il n'y a pas d'histoire de racisme là-dedans. Ah non, moi, l'argument que je vais te donner, c'est la perte d'argent pour la France. Ils m'ont dit, alors nous, on gagnerait de l'argent à les lourder, très, très nettement. Tu es sûr de ça? Oui. Les positions en mer, quand même, c'est important pour un pays. On n'en fait rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On n'est pas un pays maritime. Même sous Louis XIV, etc., on n'a jamais été un pays maritime. Napoléon a aussi tourné la France vers le continent. Non, mais c'est potentiel, ce qu'on me dit là. MacMahon disait que d'eau. Bah oui, on fait bien. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette eau? Si déjà on n'est pas capable d'exploiter le fond méditerranéen ou de la Manche ou de la mer du Nord, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à essayer d'exploiter des trucs? Et puis si c'était si riche, pourquoi les pays indépendants autour, ils sont pauvres? Ouais. S'il y avait tant de richesses, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que la Jamaïque, la Trinité et Tobago, qui sont au même endroit, ils sont pauvres? Pourquoi les autres Comores,
autour de Mayotte sont pauvres. Si c'est si riche que ça, ils devraient être géniaux. Et que les Comores devraient être... Ton idée, c'est que c'est l'État français qui arrose finalement ces îles. 1 milliard d'euros par an à peu près pour Mayotte. Aujourd'hui, pour qu'on fasse un effet papillon, il y a la lampe de l'argent du pognon français qui attire tous les Comoriens des autres îles qui sont ethniquement, religieusement identiques aux Mahorais, qui parlent la même langue, et ils sont attirés comme les papillons par la lampe de lumière. Ou quand tu allumes une lampe, je ne vais pas comparer avec d'autres insectes, mais voilà, mais quand tu allumes une lampe chez toi dans l'été, tu as des animaux qui viennent. Et c'est normal, tu les attires, ils viennent. Donc le problème, c'est que c'est les mêmes ethnies. Donc Mayotte, ça fait partie des Comores. D'ailleurs, la France a été condamnée à l'ONU en 1974 pour son rattachement abusif. Pour une fois, l'ONU est de notre côté. Si on rend Mayotte aux Comores, on respecte le droit international. Donc pourquoi se gêner ? Le droit international est avec nous. Respectons le droit international, soyons vertueux. Ouais. Quant à la Guadeloupe et la Martinique, moi j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit très clairement la règle du jeu. Ils m'ont dit, nous on veut l'indépendance si les béquets dégagent. Les béquets, c'est 2-3% de blancs qui se comportent évidemment comme à l'époque coloniale là-bas. Moi ils m'ont expliqué comment ça marche. Ils m'ont dit, un béquet est dans un magasin, il passe devant tous les noirs. Il n'en a rien à foutre et il va passer devant. C'est vrai, il se comporte vraiment comme ça. Il se comporte à la coloniale comme les pieds noirs en Algérie, etc. Et donc, eh bien, ils me disent, nous, les béquets dégagent. Nous, ça sert à quoi qu'on soit indépendant si les béquets restent et contrôlent le pays ? Rendez-nous notre île, tant pis pour les subventions, mais on sera maître chez nous. Je dis, OK, les béquets, ils rembarquent direct. Voilà. Ça, c'est une pilule qui va être dure à avaler pour les souverainistes, parce qu'en général, ils sont très attachés au dom-tom. Oui, parce qu'ils sont... Quoique pas tant que ça, Zemmour. Parce que leur antiracisme est obsessionnel. Il faut se donner des cautions antiracistes. Le vrai racisme, en réalité, c'est de les garder. C'est pas de leur donner indépendance. Tu veux dire, en fait, ils peuvent pas sans nous, ils peuvent pas s'en sortir, c'est ça l'idée. Mais ils peuvent s'en sortir. En tout cas, laissons-leur la chance et le droit de le faire. Et ils sont peut-être plus pauvres, mais ils ont un climat favorable, ils ont peut-être moins de besoins. Ouais. Moi, ils me disent qu'avec la France, toutes les denrées qu'ils ont, y compris produites chez eux, sont trop chères. Ouais. Donc, moi, je pense là-dessus qu'il y a... La Réunion, c'est plus compliqué. La Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué. Mais la Nouvelle-Calédonie, on a un cas de grand remplacement. Comment on peut dénoncer le grand remplacement chez nous et l'accepter au détriment des Kanaks ? Les Kanaks ne sont plus que 45% de leur population sur leur île. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir l'indépendance. Et là, récemment, tous les cons souverainistes se sont « Ah, regardez, ils ne veulent pas l'indépendance. » Ils n'ont pas voté. Il n'y a que les Blancs et les Wallis et Futuna et compagnie qui ont voté. Les autres se sont abstenus. Et les 90% veulent rester pour français. Pourquoi sont-ils abstenus selon toi ? Parce que les conditions étaient truquées. Et donc, ils ont refusé de participer. Et quand on sait ça, quand on sait que les Kanaks n'ont pas voté, on ne félicite pas le 90%. Ils veulent rester français. Marine Le Pen et les autres ont dit ils veulent rester français. C'est faux, ils n'ont pas voté. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Comment on peut dire une connerie pareille ? La Kanaki est remplacée. Moi, je rends la Kanaki aux Kanaks. Et s'il y a 25% de Français de souche qu'il faut rapatrier vers l'Europe, eh bien, ils rentreront. De toute façon, il y a des combats qui sont perdus. La Réunion, pareil. Si on voulait que la Réunion reste européenne, il fallait la peupler. Aujourd'hui, tu as 23% d'Européens. L'île était déserte au départ. Si les Français avaient voulu qu'elle reste déserte, ils avaient qu'à s'installer et n'autoriser personne à débarquer. Oui. Aujourd'hui, c'est un quart de la population. En fait, ils ont fait venir des Noirs de... Ils ont fait venir tout ce que tu veux. Il y a des Indiens, des Malgaches, tout ce que tu veux. C'est pas des Noirs, c'est beaucoup d'Indiens, beaucoup de tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? À partir d'un moment où on n'est pas capable de peupler une île qui était déserte, etc., eh bien, on la perd. Eh bien, tant pis, la Réunion, on va la laisser aux gens. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on gardera ? Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barth, parce qu'il n'y a que les Européens aussi, mais Saint-Martin ou Lourdes. Désolé pour M. Macron, il ne pourra pas aller à Saint-Martin la prochaine fois, consulter, on va dire, des corps d'ébène. Voilà. Je dis soft, tu vois. Ouais, non. Et voilà. On garde Saint-Barth, on garde les îles vides, Kerguelen, les pingouins n'en ont rien à faire, ils sont d'accord avec nous, ils nous aiment. L'île de Clipperton, et puis la Terre Adélie, bien sûr, et l'Antarctique, qui sera l'avenir de l'Europe. Ouais. Parce que l'Antarctique, c'est comme le Groenland, ce sont des terres européennes, fondamentalement. Où tu l'avenir de l'Europe Quand il va y avoir ce réchauffement qui est quand même là, malgré tout, eh bien, l'Antarctique et le Groenland vont être des terres assez intéressantes. Groenland, ça veut dire terre verte. Lorsque Éric le Rouge a découvert le Groenland, qui à l'époque n'était pas peuplé, c'était une terre assez verte. Il l'appelait Grunland. Ouais. Groenland. Donc finalement, si le climat est un peu plus tranquille, tempéré... On a besoin de l'Antarctique, on a besoin du Groenland, ça sera l'avenir de l'Europe aussi. Et la Sibérie. D'où la nécessité que la Russie fasse partie de l'équation. Malheureusement... Alors justement, j'allais y venir là-dessus, sur le dossier... ukrainien et russe. On parlait de Guillaume Faye, on va revenir, Guillaume, mais l'Euro-Sibérie... c'est vrai que lui, il était très pour l'union avec la Russie. Moi, je le suis aussi. Maintenant, avec Poutine, ça va être compliqué. Je prends acte des réalités d'aujourd'hui. Alors, j'ai entendu Dimitri Medvedev, l'ancien Premier ministre, parler de l'Eurasie, de Portugal à Vladivostok. Oui. Mais c'est très bien, sauf que ça ne s'appelle pas Eurasie. Il faut éliminer le terme douguinien merdique dans l'équation. Poutine, à l'époque, avait parlé de la Grande Europe de l'Islande à l'Oural et par extension jusqu'au Pacifique. C'est exactement le terme qu'il faut employer.
Le problème, c'est qu'on n'a pas su attirer la Russie à nous. On a été trop dominé par les Américains. Et donc, on a échoué et on a raté la fenêtre où il fallait, dans les années 90, il fallait aller à la Russie à mieux digérer la rupture avec les communistes. On ne les a pas aidés. L'effondrement de la Russie était catastrophique pendant 10 ans. Ça a amené Poutine, d'ailleurs. La période 91-99 avec Helsinki, catastrophique pour la Russie, taux de mortalité, tout ce qu'on veut. Et ensuite, quand Poutine avait été de notre côté, en 2001, on fait rentrer la Russie dans l'OTAN, après que la Russie ait soutenu les Américains dans l'affaire du 11 septembre. Il n'y a plus de problème de la Russie avec l'OTAN à ses portes, puisque la Russie en ferait partie. Est-ce qu'elle l'aura accepté ? La Russie l'a demandé. Les Américains ont refusé. Ah. Ils ont pris ça à la rigolade. Alors qu'en fait, il fallait le faire. Au début des années 2000, la Russie a demandé dans l'OTAN. Oui. Et c'était la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, c'est simple, c'est qu'on oublie une donnée essentielle, le temps. Vladimir Poutine, en 1999, il a 47 ans. En 2022, il a 70 ans. C'est pas le même homme. Bien sûr, il s'appelle Poutine, bien sûr, génétiquement, c'est le même. Sauf qu'il a 23 ans de bouteille derrière. Il est trop au pouvoir depuis trop longtemps. Il a fatigué son propre peuple et lui-même est fatigué. À l'époque, il maîtrisait et respectait davantage les règles de la démocratie. Il avait accepté de céder le pouvoir pendant 4 ans à Medvedev, puisqu'il n'avait pas le droit de se représenter. Après, certes, il a pris le pouvoir, mais cette nouvelle constitution qu'il a fait voter il y a un certain temps avec une assemblée, une Douma quasiment soumise, le permet de rester, même s'il y a des élections, jusqu'à 2036. On sait bien que les élections, elles sont bidonnées. Quand en Tchétchénie, il y a 99% de voix pour Poutine, il ne faut pas nous prendre pour des golemons. Et aujourd'hui, il est isolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire ukrainienne, si tu veux comprendre exactement ce qui s'est passé? Moi, j'ai bien compris ce qui s'est passé. Au début, je pensais qu'il n'attaquerait pas. Au début, je pensais qu'il faisait du bluff. Là, comme beaucoup. Hein. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort pourquoi? J'ai eu tort parce que j'ai pris Poutine pour quelqu'un de plus intelligent qu'il n'était. Et peut-être qu'il l'était, mais qu'il ne l'est plus. Aujourd'hui, il est isolé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait enfumer. Tous les mecs des services secrets, tous les responsables ont sauté maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à Poutine? Ils nous ont dit, pas de problème, l'armée ukrainienne, elle vaut rien. On envahit, en une semaine, l'armée ukrainienne se couche, c'est réglé. Deuxième chose, quand on va arriver dans les zones russophones d'Ukraine, l'armée russe va être accueillie en libératrice, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. De grosses erreurs. La résistance ukrainienne est exceptionnelle. Elle est aidée, certes, par l'Occident, mais elle est quand même exceptionnelle. Il y a du courage, il y a de la force. Parce qu'il y a des choses que les Français ne feraient pas. Quand on voit des jeunes sportifs, champions du monde et compagnie, qui vont se faire tuer, réellement tuer, hein, là-bas. Ouais, il y a un sens du sacrifice qui est très fort. Quant au massacre qui s'est passé récemment, moi, je ne fais pas partie des complotistes. Je suis à peu près persuadé. Comme je dis, j'aime beaucoup le peuple russe, hein, et j'aime aussi le peuple ukrainien. Donc, je ne confonds pas les Russes avec ceux des Russes qui auraient fait ces crimes. Bien sûr, mais en temps de guerre, il y a des crimes de guerre qui sont commis par des hommes. Hein. Mais quand ils sont commis, on pense à Oradour-sur-Glane, c'est une armée qui se replie. Oradour-sur-Glane, c'est la division d'Asraï, je crois, qui est en train de monter vers l'Est, qui fuit, qui part. Bien sûr, les résistants de la dernière heure tirent dans le dos. Les mecs, en plus, les SS, ça vine. C'était des Alsaciens, surtout des Malgré-nous, ils picolent pas mal. Et donc, en fait, ils massacrent des gens parce qu'on leur dit qu'il y a des résistants derrière. Tulle, Oradour, etc. Moi, je peux parler clairement, mes grands-parents m'ont raconté l'affaire Oradour, parce que ils étaient à 2 kilomètres. Oui. Donc là, pour répondre à M. Vincent R, je le dis clairement, il n'y a pas eu d'explosion dans l'église. Concrètement, dans la matinée, ma grand-mère, qui était enceinte de ma mère, est tombée sur des Waffen-SS alsaciens, qui parlaient un français correct, mais avec un accent. Elle avait très peur, ils étaient ivres, en partie en tout cas, et donc ils lui disent « vous pouvez passer, madame ». C'est comme ça que ma grand-mère me le racontait. Et donc elle va voir mon grand-père, Albert. Nous étions tous les deux instituteurs dans un petit village à côté, où les enfants des différents villages venaient, en classe. Et elle dit, Albert, les Allemands, elle faisait au sens large, hein, sont très énervés en ce moment, fais attention, sois prudent. Et une journée, mon grand-père, il est à vélo. Et il voit, il voit une fumée du côté de Radour. Donc à 2 km, s'il y a une explosion, on l'entend. Hein. Il voit une fumée. Et il prend le vélo, enfin il est à vélo, il va vers Radour. Puis il se souvient de ce que sa femme lui a dit. Écoute, ça coûte quoi d'aller y aller demain? Ouais. Et donc, il fait marche arrière. Et il a bien fait. Alors, peut-être que c'était déjà réglé, il aurait vu des morts, ou peut-être qu'il aurait été raflé par les mecs qui étaient encore présents. Ouais. Mais voilà, pas d'explosion. L'argument du VR, c'est de dire il y avait un dépôt d'armes de la résistance là-dedans, c'est un accident. Tu mets les gens dans une église par accident, comme ça. Oh, les mecs, allez vous rentrer dans l'église. Oh putain, c'est pas de bol, hein, il y avait de l'explosif dedans. Ah, c'est ballot. Ouais. Les crimes de guerre, il y en a eu du côté des soviétiques. Pour toi, c'est un massacre. Non, mais comme les soviétiques ont commis des crimes contre les Allemands, il y a eu énormément de Volksdeutsche, d'Allemands de Pologne, qui ont été massacrés. Les Allemands ont fait énormément de massacres également en Russie.
Et ça s'appelle la guerre. Seulement, en 2022, aller commettre gratuitement des cas comme ça prouve que l'armée russe est en train de se replier. Ça veut dire qu'elle perd et qu'elle se venge. Parce que quand tu gagnes, tranquille, mais quand tu perds, et oui. En plus, les troupes sont merdiques. Des Tchétchènes tarés, de Kadyrov, des bourriates, parce qu'au début... Mais pourquoi tu penses que Poutine n'a pas trouvé il n'a pas osé il envoyer... veut sauver des villes européennes, en fait. Mais il commence à envoyer des jeunes appelés. Et donc des jeunes Russes bien européens qui meurent. Et au départ, on cramait les corps pour pas qu'ils reviennent au pays, pour pas qu'on se dise « Oh, il y a les morts qui arrivent, comme en Afghanistan 85 ». La guerre d'Afghanistan, il y a des cadavres de jeunes soviétiques, de jeunes Russes qui revenaient tout le temps. Il paraît qu'il y a plus de 12 000 soldats russes morts. Donc maintenant, les corps commencent à revenir. Et l'opinion russe n'est pas dupe de la propagande. Et il voit les conséquences, le peuple russe, des sanctions économiques que Poutine avait sous-estimées. Les sanctions économiques aujourd'hui sont monstrueuses. Alors certes, il répond en partie. Il nous fout dans la merde au niveau du gaz, etc. Mais il ne s'attendait pas à ça. Et maintenant, il est coincé. Alors il faut lui donner une sortie honorable. Parce qu'on ne peut pas humilier un ennemi. Quand on a humilié l'Allemagne, on a vu ce que ça donnait. Moi, je tranche. On acte définitivement l'annexion pure de la Crimée et des 2 zones du Donbass. Ça appartient à la Russie, c'est plus une zone floue. L'Ukraine ne recherche plus la reconquête, ça fait partie de la Russie, purement et simplement annexion, validée sur le plan international par tous les pays et reconnue. On valide. Et on dit, voilà. Mais ça va convaincre l'Ukraine que... Et ils ont déjà accepté dans les faits. Il faut juste dire ça. Vous avez gagné vos provinces. Comme ça, Poutine peut rentrer en sauveur. Regardez, j'ai ramené ça. J'ai protégé maintenant, c'est à la provinces. Russie. Voilà. J'ai dénazifié l'Ukraine. Voilà. Ouais. Et c'est la seule solution. Mais c'est pas ce qu'on fait. Alors ça va finir par ça à l'arrivée. Parce que de toute façon, mais combien de morts encore mais si ça dure encore 6 mois, ça va être une catastrophe. Pourquoi attendre? Ouais. Quant à la décision de Zemmour non pas de prendre le côté russe, mais en tout cas de rester neutre, tu penses que c'était intelligent politiquement? Ce n'est plus ce qu'il fait d'ailleurs. Donc non, parce qu'il est en train déjà lui-même de changer de position. Il ne faut pas tomber dans la russophobie. La russophobie délirante, on veut débaptiser des lycées Solzhenitsyn, enfin on raconte n'importe quoi. Le peuple russe, c'est un peuple européen. Il ne devient pas un peuple asiatique sous prétexte qu'il y a des comportements qui ne sont pas beaux. L'erreur qui a été faite par Hitler et Napoléon, c'est de nier à la Russie son caractère européen. Oui. Et ce que fait l'OTAN, ce que font les Américains, c'est un peu la même chose. C'est de repousser la Russie dans les bras de la Chine, au lieu d'affirmer le caractère européen, et je dirais même arien, de la Russie. Oui. Et je ne sais pas si tu as déjà discuté avec des Russes ou tu regardes un peu les commentaires, ils ont quand même tendance à parler de l'Europe comme une chose extérieure. Ils parlent de l'Occident, Zapad. Ouais. Europa et Zapad, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a une confusion qui peut être créée. Moi, quand j'ai dit à Daria Dugina, la fille de Dugin, quand elle est venue... Thomas, il parle avec la fille de Dugin, voilà. C'est ça? Et qui était venue à l'Iliade, et je lui ai dit, mais son père n'a pas voulu diffuser l'enregistrement. En fait, elle a fait une interview de moi, en franco-russe, on va dire, parce que mon niveau de russe ne me permettait pas d'être totalement à l'aise sur tout. Et je lui ai dit textuellement, elle était sourire là, Ruskiye Evropietsi. Les Russes sont des Européens. Et vous voyez que tu parlais des Russes slaves, tu parlais des slaves, éventuellement des Tchétchènes, des Ingouches et tous les peuples du Caucase. Pas des Bouriates et des Touvas, qui sont d'autres peuples. Elle avait l'air d'accord avec ça? Elle a souri, fortement. Dugin, dans ses propos, a l'air... tient des propos antiracistes. Oui, mais dans Éléments, en 2014, un article qui a été publié dans le dernier numéro d'Éléments, il dit clairement, en attendant l'Europe politique, on est obligé de se tourner vers la Chine. Il dit, en attendant l'Europe politique. Ouais. Donc ça veut dire que même lui, qui a quand même créé une revue qui s'appelait Elementi, au départ, dans les années 90, qui a rencontré Thiriard en 92, il connaît le nationalisme européen. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'embrasse pas ce nationalisme européen au lieu de faire de l'eurasisme à la con et du nazbolisme, du national-bolchevisme à la Limonov? Voilà pourquoi. Rogozine, qui a été représentant de la Russie à l'OTAN, parce qu'il y avait un représentant à l'époque de la Russie à l'OTAN, c'est loin maintenant, il était à Bruxelles, je crois, il était en Belgique avec sa femme Dmitri Rogozine, et le patron de Rodina, donc la Patrie, donc un parti de droite nationale, anti-immigration, qui s'est rallié à Poutine parce que sinon il était écrasé, eh bien, était parfaitement défenseur de l'Europe. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, Poutine a fait son temps, il faut Dimitri Medvedev président et Dmitri Rogozine Premier ministre. Ouais. Oui, je dis... Ouais, il ne va pas céder sa place, Poutine. Mais... Il faut qu'il cède la place, il a fait une erreur majeure dans cette affaire, une fatale erreur, comme on dit en informatique. Ouais. Il doit céder la place. Et nous, si on avait été malins, on aurait garanti à Poutine une sortie dans l'honneur et en sécurité. Parce que Poutine, pourquoi il reste au pouvoir aussi? Comme Erdogan d'ailleurs. Plus qu'Erdogan encore.
demain, il est tué. Il n'y a pas de la suite, ouais. S'il quitte le pouvoir dans les Il n'est plus conditions actuelles, protégé. Ouais. il n'a plus de sécurité, il sera éliminé par des règlements de compte. Donc il faut faire avec lui ce qu'on avait fait avec Eltsine. Qu'a fait Eltsine Eltsine a dit à Poutine, je te donne la place, mais tu sécurises ma famille. Sachez que les enfants la femme d'Eltsine qui est toujours vivante et la fille d'Eltsine se sont enrichis considérablement avec leur père de manière frauduleuse, mais sont protégés par Poutine. Il a tenu parole. Avec Poutine, il fait dire, ok, t'as pris tant d'argent, t'as fait tant ça, tes bagnoles, tes machins, ok, tu gardes. Mais tu offres à la grande Europe la Russie. Ouais. Mais malheureusement, c'est compliqué aujourd'hui de discuter avec Poutine parce qu'il est isolé. C'est confirmé de plus en plus. Et là, il s'est enfermé dans la guerre en Ukraine. Mais le problème, c'est toujours avoir les mauvais conseillers. Les conseillers qui ont peur. Les conseillers de Poutine ont peur. Peut-être qu'ils ont tort d'avoir peur, peut-être que Poutine ne va pas les massacrer. Ouais. Mais ils ont peur de le contredire. Oui, donc ils vont dans son sens, quitte à dire une connerie. Quand Poutine demande un mec, qu'est-ce que vous en pensez ? Les mecs disent, ah, vous avez raison. Non, il va dire, écoutez, moi je pense que ça ne va pas se passer comme on croit. T'es pas en face de Poutine. Mais moi je serais en face de Poutine à la différence de Marine Le Pen. Moi je ne lui parlerai pas des problèmes de l'Afrique. Marine Le Pen a eu l'exploit. T'as la chance d'avoir Poutine en face de toi. Tu as 20 minutes de Poutine, certes, il y a la traduction, etc. Tu lui parles de quoi ? Tu lui dis ce que je viens de te dire. Et tu ne commences pas à lui parler des problèmes de Sahel, l'Afrique et des conneries. Quel est ton point de vue sur le conservatisme ? Parce que tu t'exprimes assez peu sur les valeurs, finalement. Tu restes sur la nationalité européenne, sur ton concept. Bon, je ne vais pas dire dans conservateur, il y a con, mais l'idée générale, c'est que conservateur est mal traduit. Moi, j'ai fait du latin et je me souviens, par exemple, d'un Jupiter conservator. C'est un dieu, c'est une expression de Jupiter qu'on appelle conservator. Ça traduit Zeus Soter, Zeus sauveur. Conservare en latin, ça veut dire sauver. Comme par exemple, on parle de conserver les aliments, ça veut dire qu'on permet de les faire durer plus longtemps. Les conservateurs dans les aliments, c'est ça. Donc le conservateur n'est pas un réactionnaire qui voudrait revenir à une époque antérieure. Le conservateur veut sauver sa situation. Dans ce sens, les gens comme moi sont des conservateurs puisqu'on veut sauver notre situation. Alors que ceux qui se nomment eux-mêmes conservateurs veulent maintenir dans le formol une forme dépassée. C'est pas du tout pareil. L'Église l'Église toute puissante, c'est terminé. Le libéralisme de gens qui sont toujours des hauts fonctionnaires qui vivent au crochet de la subvention publique, ce qui n'est pas le moins des paradoxes, c'est terminé. Le modèle multiculti est terminé, mais le modèle qu'ils avaient avant est terminé. Moi, j'en ai marre de la figure du De Gaulle. J'en ai marre qu'on nous mais tout le monde parle de De Gaulle, c'est insupportable. Hein. Alors, De Gaulle, on peut avoir du respect pour l'homme De Gaulle. On peut avoir du respect pour le penseur De Gaulle. On peut se demander si une référence aussi ancienne a du sens aujourd'hui. Le pire, c'est surtout qu'on oublie le bilan. Le général De Gaulle a échoué. Il a échoué avant tout. Bien sûr, il a permis des réussites qui n'existent plus aujourd'hui, comme le Concorde, comme doter la France de l'arme nucléaire. Il a fait des choses qui ont donné à la France une image de grandeur. Mais lui-même a dit, finalement, qu'il a joué un rôle d'une certaine manière, et qu'il n'a pas réussi. Il est sorti en 69 par un référendum perdu, il est incapable de gérer mai 68, il va se foutre le camp en Allemagne. Alors les gens croient que c'était stratégique. Non, il ne savait plus quoi faire. Face à cette jeunesse qui le rejetait, il était trop âgé, il n'avait plus de solution. Il ne savait pas comment répondre. Donc il est allé voir un vieux militaire français en Allemagne, et les gens ont eu peur, la bourgeoisie a eu peur dans sa disparition, où il est. Et ça a amené un moment de stress, et ça a amené la grande manif gaulliste, qui est en fait une manif purement de trouille. De Gaulle est de retour, ouf. Mais en même temps, il nous a foutu dans la merde et on va le dégager. Donc De Gaulle est arrivé au pouvoir comme Pétain. Il faut quand même rappeler cela. 58, il déstabilise la République parce qu'il alimente l'OS. Il alimente surtout les généraux. En fait, De Gaulle, d'un côté, il pousse les généraux en disant l'Algérie sera française à faire ce qu'ils ont fait. Mais dans le même temps, il les trahit pour expliquer qu'il est le meilleur rempart contre ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il crée l'incendie et il dit « je suis le meilleur pompier ». Alors que c'est lui qui l'a créé. Et ensuite, il abandonne ceux qu'il avait instrumentalisés et les élimine. Donc il a fait un coup d'État en réalité. Il arrive au pouvoir comme Pétain, sauf que c'est pas la même chose. Pétain est arrivé parce que la France s'était battue, De Gaulle est arrivé parce que la France, les élites, avaient peur d'un coup d'État militaire. Ouais. Toi, tu penses qu'il faut un peu enterrer la figure de De Gaulle, Il faut prendre de De Gaulle ce qui est important, c'est-à-dire sa pensée personnelle loin du pouvoir. Et sa pensée personnelle, j'ai osé le dire et je le maintiens, est une pensée euro-identitaire. Quand on le lit, que ce soit dans les mémoires de guerre, que ce soit dans les mémoires d'espoir, que ce soit dans C'était De Gaulle de Perfit, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, on va utiliser De Gaulle d'une autre manière. C'est un De Gaulle ethno-identitaire, c'est un De Gaulle défenseur de la grande Europe européenne contre l'immigration et tout ça. C'est le De Gaulle qu'il faut que Zemmour utilise. Mais il faut enterrer le De Gaulle 58-69. Qui a échoué, il a dit les Français étaient des veaux, il avait raison. Voilà. Et les Français, d'une certaine manière, doivent être mis devant leurs responsabilités historiques. S'ils votent comme des cons,
ils ont le résultat qu'ils méritent. Bien sûr, il y a les manipulateurs médiatiques, etc. Mais à eux de les démasquer, à eux de se réveiller. Je me souviens quand même que Guillaume Fay adorait Zemmour, il le citait presque dans tous ses essais, mais il me disait quand même il a un côté ringard. C'est marrant parce que Fay était plus âgé que Zemmour à ce moment-là, et il y avait quand même une jeunesse, une modernité en fait dans l'esprit de Guillaume qui semble en partie absente. Guillaume n'a pas pu la transmettre à Éric. Pourquoi ? Parce que Guillaume, et ça c'est un défaut de Guillaume, était très lèche-cul avec les gens avec qui il mangeait. De pouvoir, ouais. C'est-à-dire quand il est avec Ça, Jean-Marie... c'est le côté artiste, tu sais. Quand il est avec Jean-Marie Le Pen et que Le Pen sort des conneries négationnistes, Ouais. Zemmour, Fay, qui n'était pas du tout le truc, lui dit « Vous avez raison, président ». Ouais. Il a sorti des conneries Tu négatives. comprends, c'est la psychologie de l'artiste, tu sais, où tu vas espérer un coup de pouce, donc tu te tais. Mais Thomas, quand tu mangeais avec Guillaume Fay, est-ce qu'il ne te faisait pas le même baratin ? Non. Parce que Guillaume n'hésitait pas à dire quand il n'était pas d'accord avec moi. D'accord. Donc il Mais faisait t'avais pas la même position de pouvoir. Non, mais il ne faisait pas de la flatterie avec moi parce qu'il n'était pas dans le même rapport. Quand tu t'appelles quelqu'un bourré à 1h du matin, tu n'as pas le même rapport que quand tu vas chez quelqu'un d'autre. Voilà. Quand il te dit j'en ai marre, que Yann Bertillon m'invite des bips en permanence, moi je n'ai pas envie de faire des débats avec des bips, etc. Voilà. D'accord, mais où À veux-tu 1h du mat, bourré. Bon, ben ça c'est une relation qui est différente déjà. Mais où veux-tu en venir par rapport à ce que... Que je veux leur dire que le vrai... Enfin, il n'osait pas, face à Zemmour, lui dire votre ligne est trop... Il n'osait pas lui parler de la Grande trop Europe. plan-plan. Il n'osait pas lui parler de la Grande Europe, c'est tout. Il n'osait pas lui dire, écoutez, Éric, c'est bien ce que vous dites, mais on est quand même des Européens, etc., etc., etc. Et Zemmour l'aurait peut-être entendu. Ouais. Mais le problème, c'est que Guillaume ne le faisait pas. On découvre, pareil, Dominique Vénère. Dominique Vénère, très bon historien, grande pensée, riche. Mais il faut dire ces carnets posthumes que la Nouvelle Librairie édite en ce moment. Et je trouvais encore meilleur. Ouais. Mais complètement libéré. Là, il n'y a pas de... Et c'est bien écrit. Il n'y a pas de recherche du qu'en dira-t-on. Il est dans ses carnets intimes. Des notions fortes. Et sa vraie pensée. Voilà. Et sa vraie pensée, je me reconnais totalement dedans. Il est 10 000 fois plus LPE que je pensais. À un point que ça m'impressionne. C'est vrai que récemment, je relisais justement pour écrire le bouquin L'archéofuturiste, et je me dis, mais quelle modernité, quel souffle, quelle jeunesse même dans l'esprit. Prends la nouvelle d'Ivan, je ne sais plus quoi, Denisevitch, je ne sais plus quoi à la fin. Oui. Elle est géniale. Oui, la scène, alors ça c'est du Guillaume pur, la scène où il y a une indienne de haute caste, belle, etc., il la décrit dans le texte. Et elle est face à ce russe bien beau aussi, etc. Mais ils n'ont pas le droit de se toucher, ils n'ont pas le droit de coucher ensemble, etc. Il y a une attirance sexuelle qui est là, il y a une tension, mais il y a les lois de Manu. L'Inde est redevenue réellement hindou, pas de métissage. Les lois existent de la même façon du côté européen. Ils savent qu'ils ont un cousinage indo-européen derrière. Et pourtant, voilà, il y a tension sexuelle maximale, mais ils ne transversent pas, ils ne la trahissent pas. Et ça, c'est du Guillaume. Les communautés grecques, spartiates, machin, reconstituées dans son bouquin. À la fois l'hyper-technologie, c'est vraiment l'archéofuturisme au sens strict. Des trains, du hyperloop puissance 1000. Oui, finalement, le train sibérien qui fait à quoi Musk songe maintenant, il y a 20 ans dans le bouquin de Fay. Et Guillaume, il a tout pensé. Alors ce mélange archéofuturiste, c'est presque caricatural. Mais voilà, c'est le génie de Guillaume. C'est un concept fait pour faire réfléchir. Après, dans la traduction politique, il faut des arrangements avec la réalité. Par exemple, je vais te dire un exemple. Pour expliquer aux gens brièvement qu'est-ce qu'est l'archéofuturisme en fait. Alors l'archéofuturisme, on va le dire honnêtement. On va être franc jusqu'au bout, parce que le but, y compris quand c'est politiquement correct, il faut le dire. La notion d'archéofuturisme, c'est une résurrection d'un concept d'Alfred Rosenberg qui s'appelle Altneu, le vieux neuf. Et ce que propose Guillaume Fay, c'est, sous un autre nom, ce même concept. C'est-à-dire ranimer la flamme ancienne pour le futur. L'homme de la plus longue mémoire de Nietzsche, celui qui aura la plus longue mémoire, c'est l'homme de l'avenir. Voilà. Oui. Et c'est ça l'archéofuturisme. Ancré dans le passé, mais tourné vers l'avenir. Sera celui qui aura la plus longue mémoire. C'est-à-dire celui qui ranime en lui l'Indo-européen d'il y a 5000 ans, mais avec la science du 21e ou 22e siècle, pour conquérir les étoiles, pour coloniser Mars, etc. C'est ça l'archéofuturisme. Et ça, c'est le génie de Guillaume de l'avoir... Mais il y a d'autres génies. Par exemple, moi, j'étais un grand fan des jeux Maxis quand j'étais gamin, sur Apple. Maxis et SimCity. Par exemple, dans les SimCity, la version 1, j'avais sur mon Mac, c'était on voyait de dessus. On n'était pas en 3D isométrique, on était encore à l'époque des bâtiments dessus. Et j'avais l'extension futur. Il y avait 3 mondes, États-Unis du futur, Europe du futur et base lunaire. Alors, dans la base lunaire, ils avaient inventé le concept d'une théorie qui s'appelle les ondes gravitationnelles, qui est un projet CNRS qui a existé, qui s'appelait le projet Virgo, projet Vierge. Il s'agissait d'envoyer un faisceau
d'énergie dans l'espace, et il revenait avec beaucoup plus d'intensité. Et ça va peut-être l'énergie du futur. Et la version Europe du futur, les voitures étaient remplacées par des rails avec des véhicules individuels électriques. En fait, c'est ce que je voudrais faire dans le futur. On peut regarder quelques Ferrari de temps en temps. Mais chacun, en fait, tu as un taxi généralisé. Tu n'as plus la voiture individuelle que tu as. Tu commandes ton véhicule, il arrive en bas de chez toi, il est programmé, il y a un rail jusqu'à chez toi. Tu le conduis il se gare, tu mets tes affaires, tu programmes, je vais là. Donc, il prend les embranchements qu'il faut, il quitte la ville, et à partir du moment où il est sorti de l'espace, là, il s'accélère considérablement, et il fait du 500 ou 600 km/h, ce qui fait que tu te fais un Paris-Nancy en une demi-heure. Voilà. Et donc, tu as un faisceau programmé, tout ça, en gare à l'accident, mais tu as tes véhicules qui partent comme ça en masse, etc. Je pense qu'il y a moins d'accidents en réalité, tout contrôlé par informatique, et tout ça, l'énergie par les centrales nucléaires. Sur le nucléaire, même chose. Quand on joue à SimCity 4, on commence au début, on n'a pas de fric. Donc, on construit des putains d'éoliennes de merde. Et on est obligé de foutre des éoliennes partout sur la carte. Dès que je peux avoir la centrale nucléaire normale, boum, je fous une centrale à fission directe. Et je rase toutes mes putains d'éoliennes. Et le solaire, c'est de la merde, etc. Le jeu est très réaliste. Ouais. Et ensuite, à un moment donné du développement du jeu, paf, ça y est, j'ai la fusion nucléaire, poum, je vire mes centrales nucléaires, je fous une centrale à fusion, et toute ma ville est alimentée en électricité. Ouais. Bon, ben ça s'appelle avoir une vision future. Les jeux vidéo maintenant sont moins imaginatifs parce que la rentabilité est immédiate, les scénaristes se font moins plaisir. Et ils se font moins plaisir parce que comme le jeu est sobre et pas très beau esthétiquement, ils gagnent sur le scénario. Et aujourd'hui, évidemment, comme tout est beau, bien, on n'a pas besoin de s'emmerder. On met des beaux effets spéciaux, des superbes images, mais les jeux sont moins bien. D'ailleurs, on le voit, les César 3, César 4, construire sa ville romaine. Moi, j'adorais ça. Ça n'existe plus. On les voit plus, ces jeux-là. Si, sur les téléphones portables, le truc gratuit, merdique, Grépolis, des conneries comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la grande époque. Moi, j'ai vécu cette époque bénie de l'informatique sympa. Mais tu ne crois pas justement que c'est aux candidats politiques, enfin aux politiciens d'aujourd'hui, de faire rêver les jeunes en leur parlant d'un futur qu'ils voudront atteindre? Mais il a 60 ans, il n'a pas 45 ans. Mais pas que Zemmour. C'est 15 ans de différence, ça fait mal. Hein. Tous les politiques ne parlent que du présent ou du passé. Parce que ce sont des médiocres d'abord avant tout quand même. Et puis parce que l'élection elle est à court terme. 4 ans, ça va vite. Expliquer dans 20 ans comment on sera. Zemmour le fait d'une certaine manière quand il dit qu'on risque de devenir un pays africain, etc. Il le fait. Il envoie le signal d'alarme. Le signal d'alarme, d'ailleurs, c'est le nom d'une des revues de Guillaume Fay, qui n'a pas duré très longtemps, hein, mais parce que Guillaume était brouillon et il se lançait dans un projet, et puis au bout de 6 mois, il ne fout plus rien, et puis ça y est. Mais il en a fait plein comme ça. Mais c'est Guillaume, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'était ça son génie. Et un homme brillant et courageux. Ouais. Mais assez fou, et détruit, probablement, je t'en parlais tout à l'heure hors antenne, détruit sans doute par son expérience Skyrock. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Guillaume, qui est quand même quelqu'un qui est un intellectuel, membre de la Nouvelle Droite, du Grèce, etc., avait envie de voir autre chose. Ouais, il a baigné dans la médiocrité trop longtemps, en fait. Non, c'était brillant, le Grèce. Mais non, je parle de Skyrock. Mais il était dans l'ombre d'Alain Benoît. Et l'ombre d'Alain Benoît pesait pour Guillaume Fay. C'est normal, il y a un rapport. Et Guillaume Fay étant brillant, Alain Benoît, ça lui pesait aussi à lui. Ouais. Tu vois, t'as un élève... C'est comme une écurie de Formule 1, il ne peut pas y avoir de grands champions. T'as un compagnon qui est là, qui est brillant. Toi, t'es brillant, mais tu sais qu'il est brillant. Il est plus conceptuel. Alain Benoît est un extraordinaire compilateur. Il est capable d'écrire 1200 pages sur le Père du Christ, avec des bas de page. C'est remarquable. C'est d'une extrême puissance. Un bosseur fou. Mais c'est pas un créateur. Et Dominique Vénère avait bien cerné la différence entre les deux, et il avait vu que Guillaume est un créateur. C'est un créateur de concept, il met des mots grecs et puis il crée des mots. Comme moi d'ailleurs, j'adore créer des mots. Xénérastie, tout ce que tu veux. Je crée tous les jours des mots. Je rigole parce que j'étais au colloque Iliade cette année et à un moment donné, il y avait Alain Benoît et j'ai tendu l'oreille. Il y a un jeune qui va voir Alain Benoît et il lui dit « Vous avez connu Guillaume Fay ?» Alain Benoît, il se dit « Merde !» Il a répondu quelque chose? Non, il a dit oui, je l'ai connu, mais comme s'il de rien n'était en fait. Oui, il fallait pas en parler trop. Parce mais j'ai vu sur sa gueule, il en a pris un coup moral. Il s'est dit merde, tu me parles de Guillaume. Benoît n'a pas su comment gérer la mort de Guillaume. Il a arrêté de fumer à cause de la mort de Guillaume, cancer du poumon. Ah oui. Il s'est mis à la vaporeuse, etc. Il a arrêté de fumer. Canon. Oui. Il s'est dit peut-être qu'il est passé le moment. Et il s'est dit si je communique sur Guillaume, on va dire soit que je suis hypocrite, soit que je suis un enculé. Enfin, il n'a pas dit ce mot-là, mais tu vois, soit... Il se dit, on me donnera tort dans les deux cas. Si je dis du bien de Guillaume, on dira, menteur, et si tu dis du mal, un mec qui tape sur les morts. Donc, il n'aurait pas dit de mal, je pense. Mais... Donc, il n'a rien dit. Et on peut le comprendre. Et Guillaume était aussi en rivalité avec Alain Benoît, Stöckers aussi, Robert Stöckers, extraordinaire aussi penseur. Là aussi, il s'est fâché avec Alain Benoît.
Et il n'arrête pas de régulièrement ramener ça, Robert, parce que Robert, c'est un esprit excellent, c'est un ami, franchement, comme ça. D'ailleurs, il m'a nommé officiellement héritier de Guillaume Faye. Il a dit que j'étais l'héritier de ses esprits fusés, etc. Ce qui est faux, en réalité, je dirais pourquoi. D'abord parce qu'on ne peut pas hériter de Guillaume Faye, parce que déjà, il est lui-même. Il est ce qu'il est. Et moi, j'ai des différences profondes de fonctionnement. Tu es plus essayiste que créatif fiction, quoi, par Non, exemple. je suis aussi créatif que lui. Dans ce point de vue-là, je suis pas créatif en science-fiction, enfin, que j'en ai fait quand j'étais jeune, mais Oui. créateur de concepts, oui, complètement. Par contre, pas alcoolique. Pas capable d'écrire des livres comme lui. Les caractères ne sont pas les mêmes, en fait. Tu n'es pas destroy. Pas du tout caractère comme ça. J'aurais pu évoluer comme ça, mais voilà. Mais je suis un mathématicien de l'esprit. Mon père est un mathématicien brillant, et même si je suis historien, j'ai gardé le côté cartésien derrière tout ça. La maîtrise, c'est quand même important. C'est un côté Dominique Vénère, de cette manière. Vénère, c'est l'homme de la maîtrise permanente. Vénère et Faye sont ils sont idéologiquement très proches, mais antithétiques sur le plan du caractère, radicalement. Alain Benoît est inclassable, je dirais. Mais tous sont rapportés à leur manière, beaucoup. C'est pour ça que moi, je ne suis pas anti-Alain Benoît. Je ne suis pas comme Robert, etc. Moi, d'ailleurs, je l'ai salué l'autre fois à l'Iliade. Moi, je me sens dans la filiation d'Alain Benoît, par bien respect. Je lis beaucoup comme lui, etc. Pour revenir à Zemmour, est-ce que c'est pas cette culture nouvelle droite qui lui manque ? Bien sûr. Bien sûr. Il a été influencé par la nouvelle droite. Mais il y a Jean-Yves dans l'équipe. Mais Jean-Yves ne peut pas être Jean-Yves, il faudrait qu'il soit avec moi et quelques autres. On soit une sorte de corps doctrinal qu'il écoute en priorité. Il isole les autres, il met Sarah de côté, il met tout le monde de côté à ce moment-là, et puis il dit, bon, là, je m'isole avec 3-4, et on conceptualise. Il faut un brainstorming ensemble. La politique, c'est toujours une tentative. C'est vrai que c'est le point de vue que j'ai aussi dans le livre, donc plutôt pour une évolution archéofuturiste de la politique de Zemmour. Mais des fois, je me demande, est-ce que les Français, finalement... tu sais, par exemple, sont très critiques des projets de Musk et tout. Quand tu vois les commentaires, les gens disent non, on n'a pas d'argent pour nos SDF et on va mettre ça dans des grands projets, ça sert à rien. Est-ce que le peuple français n'est pas socialiste, est-ce qu'il n'est pas profondément attaché à son petit quotidien Et c'est pour ça qu'il faut le transcender par la notion d'Europe. Il faut que le peuple français, non pas se dissolve, mais se sublime dans l'Europe. Le peuple européen. Pour toi, à l'échelle française, le peuple européen n'est pas la négation du peuple français. Le peuple européen n'est que le dépassement des nations, mais non leur négation. Tu vois, c'est important. C'est pas la négation des nations, c'est leur dépassement sans la négation. Donc, en fait, on rappelle ton idée, c'est que l'Europe devienne une nation au sein de laquelle... Non, mais je veux dire administrativement... Politique. Avec des structures, administratives, un État européen, au sein duquel la France serait une région, c'est ça, en quelque sorte. À la rigueur, peu importe les mots qu'on met, l'important, c'est que l'identité française, l'identité occitane, l'identité bretonne, l'identité allemande ou base-allemande et haute-allemande, éventuellement, parce qu'il y a des nuances aussi, que toutes les identités d'Europe fleurissent. Et le cadre administratif dans lequel on ferait fleurir ces identités a peu d'importance. Qu'on appelle ça nation, région, province, France, machin, ça n'a aucune importance. On peut garder éventuellement ces cadres-là. On n'est pas obligé de l'Europe des ethnies. En tout cas, peut-être pas tout de suite. En tout cas, les gens concernés localement peuvent le faire. Par exemple, si le peuple britannique, dans la nation européenne, a envie de garder sa famille, de Saxe-Cobourg, qu'on appelle Windsor, mais c'est Saxe-Cobourg, et a envie de dépenser de l'argent pour ça, parce qu'à titre identitaire, cette famille a de l'importance pour eux, il faut le respecter. Nous, on ne va pas dire la reine d'Angleterre, elle dégage. On va dire, la reine d'Angleterre n'aura pas de pouvoir politique, mais elle n'a pas vraiment aujourd'hui. Simplement, si vous, Britanniques et les Gallois et les Écossais peuvent dire non, on ne va plus payer pour elle, ou on veut continuer. Liberté. Les familles princières ne seront pas révoquées. Mais si les Anglais ne veulent plus défoncer pour eux, c'est terminé. Ça, c'est l'identité, la subsidiarité identitaire. Ouais. C'est pas à moi, Thomas Ferrier, de dire si un Anglais a le droit ou pas d'aimer la famille Windsor. C'est lui qui doit le dire. Ce qui est sûr, et là où je te donne raison, c'est que si demain il y a un État européen, on ne voit pas pourquoi tout à coup, toi ou moi, on commencerait à vivre à l'estonienne. On continuerait d'aimer la gastronomie française, de vivre à la française, de lire plutôt des livres français. Alors évidemment, malgré tout, il y a des évolutions, mais ces évolutions sont déjà là. On mange des pizzas. Tout à fait. On mange des moussaka, on mange du grec. Souvent bon, moussaka c'est grec, en même temps je dis une bêtise. Alors c'est vrai qu'on ne mange pas tout le monde serbe, russe, etc. parce que je connais très mal la nourriture russe ou serbe, etc. Et c'est la nourriture qu'on a chez nous. Si les Grecs étaient servis par des Grecs, moi je dis pas. Oui. Mais... Non mais je parle des Grecs. Non mais justement c'est le chapitre où je dis que la culture aujourd'hui est transnationale et c'est pas toujours pour le pire, c'est parfois pour le meilleur. Quand tu veux une bonne sauerkraut, une choucroute, eh bien, tu manges alsacien ou allemand. Ah oui. Même les films américains ont une qualité objective. Après, on peut ne pas les aimer, on peut les trouver un peu scénaristiquement, on peut débattre. Mais la qualité esthétique, c'est le scandale, c'est qu'on ne soit pas capable de faire comme eux, mais avec des vrais scénarios
D'ailleurs, je me souviens que dans l'archéofuturisme, il y a un moment où Faye, justement, fait la critique du cinéma français et dit pourquoi on n'a pas autant d'ambition que les Américains, on ne fait pas de films de science-fiction. Il y a Bollywood pour l'Inde. Il y a Hollywood pour l'Amérique. Pourquoi pas Eurowood? Il faut savoir que Luc Besson voulait quand même faire ça. Ouais, c'est vrai. Et que les Américains n'hésitent pas à descendre nos films. Même à l'américaine. Regarde Valériane. Valériane, c'est un film de science-fiction fait par Luc Besson, qui est bien. Franchement, moi j'ai bien aimé. Il prend que des acteurs américains, euro-américains. Magnifique, comment dire, top modèle. Cara Delevingne, par exemple, etc. Donc c'est un nom français d'origine, et compagnie. Et le film est génial. Il le fait à l'américaine. Le scénario est bien, l'esthétique est bien, il s'est fait descendre. Comme Le Cinquième Élément, qui est Bruce, mais c'est comme Besson, c'est français. On repère. Donc il faut faire de la rétorsion. Si vous descendez nos films, on descend les vôtres. Ouais. Ceci étant dit, on les descend, les films américains en réalité. Quand tu lis Le Monde et tout ça, ou même Valeurs Actuelles, les autres, par rapport à ça. Ils les ignorent. Je suis désolé. Le dernier Batman, là, qui est sorti, ce Batman, excellent. Bien sûr, il y a un choix de casting qui peut nous déplaire, parce que le commissaire Gordon, c'est pas un Afro-Américain, même si l'Afro-Américain en question est très pâle et que ça nous heurte pas, finalement. Bien sûr, Catwoman, elle n'est pas métisse comme Zoé Kravitz, mais on adhère. D'ailleurs, ça commence bien, on n'a pas envie de le voir quand tu dis ça. Mais on adhère, parce que quand on voit Catwoman, le côté félin de l'actrice, c'est un bon casting. Le casting est bien choisi. Donc, évidemment qu'on n'aime pas que la diversité se mette dans l'univers, qui soit spécialiste de Batman, je suis un grand fan de Batman, ça me plaît pas. Mais l'esprit de Batman est respecté, le caractère enquêteur de Batman, pas un film de baston à Superman où il glatte tout, mais un film où il essaie de sauver des vies, il n'y arrive pas, où il y a un méchant qui est imaginatif. Le Batman enquêteur, le Batman tourmenté, la perte de ses parents, le fait que ses parents en fait n'étaient peut-être pas si blancs que ça, qu'ils avaient peut-être fait des erreurs, etc. Et c'est magnifiquement remarqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ou 4 BD qui ont servi de base à ce film. Moi, je les connais, je les ai. Il y a notamment Earth One, qui est une version alternative de Batman. Il y a d'autres BD qui sont bien. Année Zéro, etc. Miller. Bon. On ne va pas descendre un film qui vient. Moi, je l'ai vu, ça dure 3 heures, je l'ai vu avec mon père, on a aimé. Voilà, moi, les films américains, le Jurassic World Dominion qui va sortir au mois de juin, moi, j'ai envie de voir un T-Rex qui attaque des cons qui sont au cinéma. À un moment donné, le T-Rex, il se pointe, il essaie de becter des mecs qui sont dans le... C'est vrai que tant que l'Europe du cinéma, enfin les pays européens se refuseront à faire du spectacle, on ne pourra pas rivaliser avec le cinéma américain. On a du Marvel qui dérive mal, parce que Marvel, ça a été très bien. Moi, j'ai aimé jusqu'à Avengers 4. Et là, je sens l'idéologie de merde qui est en train de pourrir les films et qui va les faire détruire. Ouais. Alors, il faut reconnaître le Spider-Man dernier, j'avais peur que ça soit le dernier, ça soit le premier de l'époque Destruction, de l'époque où on ne se retrouve plus dedans. Comme ils nous ont mis des anciens, des 2 Spider-Man, des équipes Spider-Man antérieures, les 3 Spider-Man d'origine, puis les deux Amazing Spider-Man, bon, on adhère assez bien, le scénario est sympa, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de ce qu'on appelle des œufs cachés, là, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, ils aiment bien les réalisateurs cacher des trucs. Il y a un exemple tout à fait concret. J'ai regardé un Blu-ray dimanche. Bon, je me souviens, ça c'est des souvenirs, ma grand-mère m'avait amené quand j'avais 5 ans voir Ghostbusters, le premier Ghostbusters quand il était sorti. Honnêtement, je vous déconseille de passer Ghostbusters à un enfant de 5 ans. C'est effrayant un peu. Ouais, ça m'a traumatisé un petit peu quand j'étais petit. On bouffe tout, à un moment donné, qui sort, etc. Tout ça, ça encore. Mais quand il y a la scène où l'imbécile d'écolo libère les fantômes de toute la ville, éclaire dans le taxi, partout, t'as des fantômes dans tous les coins. Quand t'as 5 ans, là... Là, j'ai regardé le Ghostbuster Héritage, le 3e. Alors, il y en a au 4e en réalité, puisqu'il y a un Ghostbuster féminin complètement raté. Mais donc, le Ghostbuster Héritage. Il y a une scène, alors je savais qu'ils le feraient, ils n'ont pas encore osé mettre la voix, mais j'avais annoncé qu'un jour, il y aurait des films de John Wayne, avec John Wayne, en image de synthèse, avec la voix de John Wayne en image de synthèse, dans un film. Ils n'ont pas encore été jusque-là. Mais à un moment donné, dans ce scénario, on retrouve les anciens. Alors, c'est pas centré sur eux, mais à un moment donné, je n'en dis pas plus, il y a les 3. Parce que Harold Ramis est mort entre-temps. Donc, il y a Dan Aykroyd, il y a Peter Venkman, je ne sais plus comment il s'appelle. L'acteur. Il y a les 3 survivants. Et là, on voit le 4e en image de synthèse. Oui, Bill Murray. Ouais. En image de synthèse, le 4e avec eux, à côté. Alors, ils le voient, même s'ils le voient qu'en image de synthèse, mais c'est énorme. Alors, ils ne parlent pas, ils n'ont pas osé mettre la voix, mais on le voit. Ouais, c'est comme s'il était toujours là. C'est comme s'il était fantôme, mais avec eux. Et ça, c'est fort. Et je savais qu'ils allaient le faire. Quand on voit le début de Ant-Man et la Guêpe, on voit Michelle Pfeiffer et donc Michael Douglas jeunes.
En images de synthèse, c'est vachement bien fait. Au tout début, on les voit jeunes. Ouais, c'est impressionnant. Hein. On pourra faire du cinéma bientôt sans les acteurs, en fait. On se contentera des images. On pourrait voir des acteurs morts faire des films. Voilà, un film, par exemple. Bon, pour l'instant, Clint est toujours là et on souhaite qu'il dure encore longtemps. Oui, je comprends, ouais. Un film Clint Eastwood, Sean Connery. Ils n'en ont jamais fait dans leur carrière. Et Sean, maintenant, est mort. Un film Sean Connery, Clint Eastwood. Ouais, la technologie nous le permettra. Et ce sera une bonne chose. Avec les voix, avec tout ça. On va rêver, l'avenir va nous donner. Il faut faire dans le respect des morts. Mais pourquoi pas? Alors, pour terminer, si tu avais trois conseils, on va imaginer que Zemmour se présente également en 2027. Si tu avais 3 conseils à lui donner pour augmenter ses chances de victoire, ce serait lesquels? Premier conseil, intégrer Thomas Ferrier dans son équipe de campagne. Ok. Et en réalité, je suis sérieux. Ok, allez, très bien, très bien. Aider et que, comme Damien, comme d'autres, hein, voilà. Et ça n'a pas pu se faire parce que je n'ai pas pu être au bon endroit au bon moment, parce que Jean-Yves n'avait pas assez d'influence pour pouvoir rendre ça possible, parce que, etc. Mais oui, honnêtement, je le dis sincèrement. Non, mais on retient. C'est pas de la vantardise de ma part, c'est évident. Parce que sur l'Europe, j'aurais pu essayer de l'influencer et je pense que ça aurait pu faire quelques différences. Voilà. Mais bon, de toute façon, on savait qu'il n'était pas parti pour gagner en 2022. Il faut être lucide. Mais ne t'éloigne pas de ma question. Voilà, ma question. Deuxième sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour que Éric, en 2027, gagne? Il faut qu'il prenne aussi Daniel Conversano dans son équipe. Mais je parlais de changement de programme. Mais là, non, tu mais ça influence. Oui. Bon, là, je taquine un petit peu, trop aimable. Mais pourquoi pas? Mais non, alors je le garde comme un complément de moi. Voilà. Oui, il faut que des gens comme toi et moi, en tout cas, je vais lire ce livre. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, le deuxième conseil que je dirais à Éric Zemmour, c'est n'écoute pas le dernier qui parle, parce qu'il n'a pas nécessairement raison. Écoute-toi, toi d'abord. Ouais. Et le troisième conseil que je dirais, c'est assume qui tu es totalement. Ne pense pas que, entre guillemets, le facho de base te reproche ta judaïté. Celui qui te reproche ta judaïté ne votera pas pour toi. Il ira à Rivarol, tant que Rivarol est encore en kiosque, c'est-à-dire pour pas longtemps, etc. Donc, vise les gens comme moi. Moi, j'ai défendu Éric Zemmour en disant oui, Éric Zemmour est juif, et parce qu'il est juif, il est européen. Et toi, tu penses qu'il a voulu donner en quelque sorte des gages aux nationalistes qu'il apprécie, en se disant il faut que je cache que je ne mets pas en avant ma judaïté? Oui. Ouais. Dire je dois être représentant de tous les Français, je mets trop en avant cet aspect de moi qui, à mon avis, est négligeable dans sa vie. Il ne le met pas en avant parce que ça ne coûte pas beaucoup. Il a un rapport à Dieu qui est compliqué. Il est pratiquant, mais non croyant. Comme il le dit, quand il dit cette phrase que les cathos tradis et d'extrême droite ont beaucoup reproché, il a dit, il y a quelques années, je suis avec l'Église contre le Christ. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est Charles Maurras. Que disait Maurras à propos de l'Évangile? Il en parlait comme d'un venin, d'un poison. Le poison de l'Évangile. L'Église, pour lui, était un facteur d'ordre, mais le christianisme était une religion, finalement, de destruction. Au fond, Charles Maurras est un païen. Mais c'est un païen qui dit qu'il faut défendre l'Église parce que c'est la tradition. Et ce que fait Zemmour, c'est ça. Par contre, le paganisme n'existe pas chez Zemmour. Et il n'existe pas parce qu'il ne connaît pas. Oui. Il n'a pas écouté les remarquables émissions qu'on a pu faire avec l'Esprit Vif Média il y a quelques temps, on va en faire d'autres d'ailleurs, sur ces sujets-là, où je parle à des gens qui sont de confession israélite, ils n'aiment pas le terme d'ailleurs, ils préfèrent qu'on dise juive. Israélite, Zemmour l'utilise. Ça, c'est un peu comme avec moi. Moi, j'ai tendance à utiliser ce mot-là, et Zemmour l'utilise aussi. Ça fait un peu vieille France. Et c'est pas péjoratif, c'est pas blessant, mais bon. Et donc, on parle de paganisme. Moi, je leur parle de El Elyon, d'Ashtoret, de Baal, des vieilles divinités de Canaan. Je leur parle du néo-cananéisme. Je leur parle d'un penseur comme Jonathan Ratosh, qui est un juif néo-païen des années 70, qui est un membre de la Haganah, qui était un juif sioniste, et qui disait il faut retourner au Dieu de Canaan, il faut retourner au Dieu des Hébreux avant le monothéisme. Ça existe. Il y a plusieurs centaines de juifs païens aujourd'hui en Israël. Non, attends, tu ne conseilles pas quand même à Zemmour de... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rejeter la part de paganisme de l'Europe, y compris dans le judaïsme. Oui, en fait, pourtant, il s'est trop penché vers un christianisme qu'il ne pratique pas. Mais il ne connaît pas le paganisme. Ouais. C'est pas qu'il soit contre. Il sait que les Grecs et les Romains, etc. Mais il ne voit pas ça comme quelque chose de vivant. Ouais. Ce en quoi il a tort, parce que ce sont des religions qui reviennent. Bien sûr, on va me dire, mais c'est modeste, en France. Récemment, quelqu'un m'a dit, oui, personne ne croit dans les dieux romains. Et là, je balance le temple de Jupiter à Rome, qui a été créé récemment, magnifique d'ailleurs, et un temple de Jupiter, aujourd'hui moderne, actuel, à Rome. À Rome, en Italie. Voilà. C'est Terra Neva, ou je ne sais pas. Il y a un truc en anglais sur Wikipédia, c'est Modern Pagan Temples, les temples païens modernes. On en découvre en Ukraine, bizarre, parce que c'est un temple romain en Ukraine. C'est des Ukrainiens qui honorent une variation slave des dieux romains. Par exemple, il y a un Jupiter Perunius. Alors, Jupiter est Péroun, le dieu slave.
Il appelle ça Jupiter Perunius. C'est bizarre. Mais après, il y a d'autres mouvements païens slaves de la Renoviérie, comme on dit, la foi ancienne, qui existe. Moi, je connais très bien tout ça. Je pourrais faire des heures sur tous ces mouvements-là. En Grèce, il y a un temple à Thessalonique qui a été créé pour honorer les dieux de l'Olympe, etc. Ça revient. Et il y a un temple à Wrocław, là, qui est en train de se créer en Pologne. La Pologne catholique, on dit la Pologne hyper catholique. Il y a le temple des dieux d'Asgard en Islande qui a ouvert à Reykjavik. Les communautés druidiques ont protégé le site de Tara contre une construction autoroutière qui était envisagée par le gouvernement irlandais, etc., etc. La Lituanie, bien sûr. La Lettonie, l'Estonie, la Finlande, avec le mouvement de Ukko, de la foi native finlandaise. Et je t'en citerai des milliers. Donc, il ne connaît pas. Mais la règle, c'est qu'ils ne connaissent pas les mouvements païens modernes, on s'en fout. Il faut qu'ils acceptent l'idée que nous, les Européens, nous restons des païens. Pagano-chrétiens, si on veut. Oui. Mais nous ne sommes pas judéo-chrétiens. Nous sommes pagano-chrétiens ou païens tout court. Mais j'essaye de voir la finalité. Parce en fait, que tu penses qu'il se plombe en focalisant sur le christianisme. Ça l'empêche de s'identifier totalement comme Européen. Ouais. Moi, j'essaie d'analyser tout ce qui empêche Zemmour aujourd'hui mentalement de se dire « je suis un Européen, point ». Il n'est pas contre l'idée. Mon père lui avait écrit il y a quelques années en disant « M. Zemmour, vous êtes un Européen ». Il dit « il y a du vrai dans ce que vous dites ». Il ne pense pas à moitié, mais il n'arrive pas. C'est un Rubicon mental qui... Parce qu'il se dit, c'est une histoire juif berbère. Mais il n'est pas juif berbère, il est juif, point. Moi, j'ai discuté avec des juifs séfarades, ils m'ont dit, mais de toute façon, quand on voit Éric Zemmour, on ne voit pas un berbère, on voit un juif. Et c'est pas péjoratif de dire ça. C'est vrai. Oui. Il n'est pas berbère, il n'est pas algérien. Tu vois, quand on se revendiquant de cette identité, il se coupe en fait de son amour de la culture française et européenne. Mais il n'a pas besoin de jouer l'assimilation. Il n'est pas un modèle transposable à des populations afro-musulmanes ou africaines tout court, ou asiatiques. C'est pas un modèle. Il est un Européen, il est des nôtres, et c'est parce qu'il est des nôtres qu'on vote pour lui. Si on ne votait pas, on ne voyait pas en lui un des nôtres, on ne voterait pas pour lui. Ça me semble être une conclusion de qualité. Alors je rappelle que tu es l'auteur de cette préface, tu m'as fait l'honneur de faire la préface de ce bouquin que j'ai écrit, 2027, comment faire gagner la droite à la prochaine élection. Et puis j'ai mis aussi en vitrine les 2 bouquins de Guillaume Fay que j'ai édités, Néderlande, un roman, et Guerre civile raciale, un essai, Tony Truant, qui a été un grand succès. Merci à toi, mon Thomas. Tu reviens quand tu veux. Oui, mais quand toi, tu reviens. À très bientôt les amis, et vive l'Europe. Vive l'Europe.